Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis évidemment ravi d'être ici, surtout avec l'énergie qui est en train de se dégager, parce qu'on va vivre ensemble un temps précieux. J'ai 40 minutes maximum pour échanger avec vous sur un phénomène sociétal, sur un sujet très clivant, sur un sujet où très probablement nous ne serons pas d'accord ce matin. La question des jeunes générations. 40 minutes pour répondre à une question complexe: comment comprendre et comment manager cette jeune génération? Alors, comprendre et manager, ça pose deux questions essentielles quand on parle de jeune génération. On va parler des jeunes pendant 40 minutes, et à chaque fois que je vais vous parler de jeunes, à certaines tables rondes, j'ai déjà entendu quelques questions tout à l'heure, il y a une question qui va être très soutenue, qui va être de se dire, mais quand on parle des jeunes, de quels jeunes allons-nous parler aujourd'hui? Déjà, il y a une question très significative de savoir à partir de quel âge on est jeune. Alors cette question, on va peut-être pas l'aborder tout de suite parce que je risque de me fâcher avec un certain nombre d'entre vous, donc on va laisser le temps. Et puis, je vous rappelle que dans cette salle, tout le monde est jeune. C'est juste que certains sont jeunes depuis un peu plus longtemps que les autres. Cette jeune génération, à chaque fois que je vais l'évoquer, vous allez peut-être vous poser une question légitime. De quels jeunes allons-nous parler aujourd'hui? Est-ce qu'on va parler des jeunes qui sortent de prestigieuses écoles de commerce, à qui tout a déjà été écrit et tracé à l'avance? Ou est-ce qu'on parle de jeunes qui n'ont pas la même histoire à raconter lors d'un entretien de recrutement? Des jeunes qui sont accompagnés par des missions locales, des jeunes en difficulté? Est-ce qu'aujourd'hui, on va se dire pendant 40 minutes que tous ces jeunes sont tous les mêmes, or que tous les jeunes rentrent dans une case? Vous avez déjà une petite idée de ce qui va s'annoncer. Ça veut donc dire que moi, je vais attendre de vous pendant 40 minutes de résister à la tentation à chaque fois qu'on va parler de ces questions générationnelles, de dire cette phrase qui risque de me blesser fortement aux oreilles, le fameux « ça dépend ». Le « ça dépend », je vais vous parler de jeunes, vous allez me dire « je retrouve les miens ». Et vous allez me dire « mais moi, c'est pas du tout ça ». Et puis encore la même chose, est-ce qu'on parle des jeunes que vous avez le délicieux plaisir de côtoyer en entreprise? Ou est-ce qu'on parle des jeunes que certains et certaines d'entre vous ont le plaisir d'avoir encore à la maison? On va faire un tir groupé, on met tout ça à l'intérieur, et pour commencer, nous allons vivre ensemble une expérience unique. Et cette image que vous avez à l'écran traduit le dynamisme et l'envie de la séquence qui arrive, puisque nous allons tenter de résumer le travail des sociologues. Les sociologues qui ont eu cette lourde responsabilité de mettre chacune des générations d'actifs sur le marché du travail dans des cases, de dresser des modèles, de dresser des portraits robots. Et on va commencer par la génération la plus âgée sur le marché du travail, ceux qu'on appelle les baby-boomers. Alors les baby-boomers, regardez à l'écran, entre 53 et 71 ans. Est-ce que j'en ai dans cette salle? Allez-y, levez la main. Est-ce que j'ai des baby-boomers? Allez-y. Allez-y, hein. Ok. Merci. Alors, à celles et ceux qui ont levé la main, vous avez eu raison de le faire parce que vous allez passer un super moment aujourd'hui. Pour les autres, ça va être un peu compliqué. Pour toutes celles et ceux qui ont levé la main, regardez comment les sociologues ont modélisé votre portrait robot. Ils ont aggloméré des événements politiques, économiques, culturels, associatifs, syndicaux que vous avez rencontrés tout au long de votre processus d'apprentissage et qui modélisent la personne que vous êtes. On parle aujourd'hui d'entreprise, on est dans le monde du travail. Il y a un exemple très concret. Imaginez, en pleine période des 30 Glorieuses, imaginez ces jeunes baby-boomers qui arrivaient sur le marché du travail. Imaginez que je sois un jeune baby-boomer face à un parterre de managers, de recruteurs, de responsables RH. Leur premier contact avec le monde de l'entreprise. Il n'était pas timide. L'entreprise leur a dit « mais j'ai besoin de vous, mais venez travailler dans mon entreprise ». Ils leur ont répondu à cette époque « mais je ne sais rien faire ». Et l'entreprise leur a fait la plus belle promesse. Cette promesse de dire « aujourd'hui, tu n'es rien du tout, et si tu viens chez moi, si tu t'engages, si tu te surinvestis et si tu réussis à le faire sur le long terme, on va te faire grandir, on va t'apprendre un métier. Et si tu tiens bon, tu vas évoluer d'étape par étape, étape par étape. » Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dans le monde de l'entreprise des baby-boomers qui vont passer une partie conséquente de leur temps à rappeler aux plus jeunes que la place qui est la leur aujourd'hui, ils ne l'ont pas volée. Ils ont gravi les échelons un par un. Leur légitimité est inébranlable. Et ils vont passer un temps conséquent à rappeler à tous ces petits jeunes arrogants de leur dire « Tu sais, moi, quand j'étais jeune », à des jeunes qui n'en ont strictement rien à faire. Ah, c'est un peu ça, hein.
Et à l'époque, ça fonctionnait bien parce que l'entreprise jouait vraiment le jeu. Le problème, c'est que ça, c'était avant. À la génération des baby-boomers a succédé la génération suivante qu'on appelle génération X. Alors, au regard de ce qui a circulé sur le fil tout à l'heure, je ne vous poserai pas quelle est la question « Pourquoi X ?». J'ai déjà une petite idée de certaines propositions qui vont m'être faites. Il ne s'agit pas d'un certain type de film, voilà, on va tout de suite noyer le poisson. La lettre X a été choisie par les sociologues. Et écoutez bien, tiens, les X dans la salle, levez la main pour voir, celles et ceux qui ont entre 39 et 52 ans. Allez-y. Oh là 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 là. Eh bien, Philippe, il y en a beaucoup trop, on avait dit qu'on n'en mettait pas... Alors, à toutes celles et ceux qui ont levé la main, il va falloir faire preuve de courage avec moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. La lettre X a été choisie par les sociologues parce que le X marque à merveille l'anonymat d'une génération qui n'a jamais su trouver ses repères. Je vous ai promis que l'ambiance allait être sympathique. Et si vous tenez bon, j'avance encore un peu plus mes cartes. On vous appelle la génération sacrifiée, la génération perdue, la génération sandwich. Génération sandwich, parce qu'aujourd'hui, coincée sur le marché du travail entre deux chaises, avec d'un côté les baby-boomers, souvent confortablement installés aux places de direction, et puis de l'autre côté, ces jeunes Y qui arrivent avec les dents qui rayent le parquet. Coincés entre deux chaises en disant patientez que les baby-boomers partent et puis transmettez vos compétences et votre expérience à ces plus jeunes qui ont très envie de passer au-dessus de vous très prochainement. Je fais ça pour vous provoquer, je ne le pense pas, rassurez-vous. Je vois des jeunes dans la salle qui me fusillent du regard, je rigolais. Les X, il y a une appellation qui, je trouve, correspond parfaitement à votre environnement. On vous appelle les baby losers. Les baby losers. Pour bien montrer le contraste qui existe entre votre contexte à vous et le contexte qui était celui de la génération juste avant. La génération juste avant, les baby-boomers avec la croissance, les 30 glorieuses, c'était super, Vous vous souvenez, la rock'n'roll attitude. Ouais, j'expliquerai aux plus jeunes ce qu'est la rock'n'roll attitude. Cette génération X, c'est plus la rock'n'roll attitude, c'est plus les 30 glorieuses. Mais qu'est-ce qu'on a à la place ? On a le chômage, on a la précarité, on a les licenciements, les crises économiques, l'impact sur l'environnement avec Tchernobyl. Et là encore, la musique est un révélateur intéressant d'une génération. Génération nos futurs. Sexe, drogue et rock'n'roll, génération. Punk, le grunge, le new wave, ça rappelle des bons souvenirs à certains. Je vois des visages qui s'éclairent par là-bas, on va parler musique tout à l'heure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est comprenez bien ce qui s'est passé pour les X. Les X, eux aussi, se sont présentés au monde de l'entreprise en disant « J'ai très envie de travailler avec vous, je sais faire plein de choses, j'ai plein de projets ». Qu'est-ce que l'entreprise leur a répondu à ce moment-là ? Est-ce que j'ai eu un oui massif comme les baby-boomers ? C'est pas gagné, C'est pas gagné. Et qu'est-ce que l'entreprise a cherché comme élément pour faire un choix, pour savoir si elle devait me recruter ou pas ? Qu'est-ce qu'elle a regardé ? Regardez bien. On va vivre une expérience intéressante avec une participante que j'ai déjà choisie, mais je vais laisser planer un doute sur le choix. Super. Bravo, vous avez gagné. Votre prénom, c'est ? Karen, vous allez jouer un jeu difficile avec moi. Karen, vous allez jouer le rôle de ma mère, Karen. Karen, alors la mauvaise nouvelle n'est pas encore tombée, ne soyez pas gênés. Karen, je suis Julien, j'ai 16 ans, et je ne suis pas un enfant facile. Karen a eu 2 journées intenses, Karen rentre chez elle, et lorsque Karen rentre à la maison, qui est-ce qu'elle découvre sur le pas de la porte ? Julien, son petit dernier, qui l'attend bras croisés. « Maman, il faut qu'on parle. » Et la Karen se dit, « S'il me parle encore de son scooter, je l'étripe celui-là. » « Maman, ça y est, je sais ce que je veux faire dans la vie. » Ma mère a un sourire sincère. Qu'est-ce qu'elle imagine entendre, ma mère ? C'est quoi le rêve d'une mère ? Qu'est-ce qu'elle aimerait entendre, Karen ? Quel métier aimerait-elle entendre ? Médecin, neurochirurgien, allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'elle aimerait entendre ? Conducteur de travaux ? Bâtisseur d'expérience de vie, neurochirurgien, notaire de province, enfin bref. Ma mère, elle s'attend avec tous ces idéaux de femmes de sa génération, et moi, je viens la voir et je lui dis « Maman, je veux être dresseur de tigres. »
Je ne sais pas si on a bien vu à la caméra la déception sur le visage de ma mère. Et ma mère, qui le visage crispé, va me dire « C'est bien, Julien », phrase qu'elle ne pense pas, mais ma mère va rapidement me dire « C'est bien, Julien, mais avant, passe ton bac d'abord ». Pourquoi, maman ? Maman, je ne comprends pas. Tu me tannes le cuir pour que je vienne te voir avec un projet professionnel. Le jour où je le fais, la première chose que tu me dis, pense à un plan B si tu échoues. C'est ça le rôle bienveillant d'une mère qui est censée développer mon indépendance, mon autonomie. Et maman, quand tu me dis passe le bac d'abord, tu t'intéresses à moi ou est-ce que ce ne serait pas ta problématique que tu projettes sur moi ? Une génération entière qui, à cette époque, aux entretiens de recrutement, réclamait de la part des candidats d'avoir et des diplômes et le saint graal de toute cette génération, l'expérience. Mais qui, une fois arrivé à la maison, a dit à ses enfants oh, « Ne fais surtout pas d'alternance, oh non, pas d'apprentissage, oh non, fais des études, hein, tu pousses loin, hein, je m'en fous dans quoi, c'est pas grave. » Et aujourd'hui, on se retrouve des jeunes qui ont Bac plus 5, niveau Bac plus 5 souvent, à qui on explique que le niveau de rémunération risque d'être très bas, et des jeunes qui vous répondent aujourd'hui qu'ils ne sont pas fait ce niveau d'études pour toucher aujourd'hui des salaires au ras des pâquerettes. Aujourd'hui, on a une difficulté, on n'a jamais eu autant de Bac plus 5 sur le marché de l'emploi. Sur le marché, j'ai mon micro qui part en vrille. On n'a jamais eu autant de jeunes qui étaient en recherche d'emploi. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais eu une génération qui, à ce point, a projeté ses attentes, ses problématiques sur une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, génération Y, entre 24 et 38 ans. Est-ce que j'en ai dans cette salle ? Allez-y, levez la main, les Y. Très bien. Super. Alors, génération Y, je m'amuse souvent de poser la question « Pourquoi Y ?» Et quand je pose la question « Pourquoi s'appelle-t-elle la génération Y ?» j'ai des réponses très triviales. Y parce que c'est la première lettre de Jung, Y parce qu'en anglais ça veut dire why, que why veut dire pourquoi et que ces jeunes sont en permanence en train de poser la question pourquoi. Et un jour quelqu'un me dit « Julien, la lettre Y a été choisie parce que c'est la forme que fait le casque du Walkman. » Walkman ! Vous avez une idée de l'âge de la personne qui m'a fait cette proposition ? Walkman. Et puis j'ai trouvé l'image que vous allez découvrir sur les écrans, regardez, génération Y. Alors, c'est pour la vanne. Qu'on soit d'accord, j'ai juste mis cette image pour vous faire sourire, mais j'ai entendu ce matin en arrivant sur votre site que je crois qu'à l'Assemblée nationale se joue le même défi avec le port de la cravate ou pas. Vous verrez, on en reparlera dans les médias. Alors, pour essayer de tordre le cou à un certain nombre de clichés et d'idées reçues, la lettre Y caractérise cette jeune génération pour une seule raison. Le Y a été choisi pour une raison très subtile, c'est qu'elle vient simplement après la lettre X. Et donc, gros suspense sur comment va s'appeler la génération qui va succéder à la génération Y. Vous l'avez bien compris, génération Z. Et là, dans vos vies bien rangées, vous ne vous rendez pas compte de la panique chez les sociologues. On est arrivé jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on fait après Z ? Ne vous inquiétez pas, on en reparlera ensemble de cette génération alpha. Génération alpha, les moins de 6 ans, on y reviendra. Allez, je reviens sur mes Y pour vous parler de leur contexte commun. Et pour ça, j'ai cette image. Et cette image, c'est... Ouais, merci, j'ai des geeks dans la salle. Hein. Space Invaders. Alors, Space Invaders, c'est pas le premier jeu vidéo. Hein. Le premier jeu vidéo, c'était... Ouais, c'était Pong. Mais pour pouvoir jouer à Pong, il fallait avoir des parents qui avaient les moyens de se payer une console de salon. Et des parents qui étaient déjà bien geeks pour l'époque. Je vous mets Space Invaders parce qu'en 1979, Space Invaders arrive dans les salles d'arcade. Ça veut dire pour le grand public. Déjà, en 1979, le Japon réunissait des commissions interministérielles sur l'abrutissement de la jeune génération. Car clairement, les nouvelles technologies, c'est un pilier, je ne vais pas enfoncer cette porte ouverte. Sauf que trop souvent, j'entends dire « Oh ouais, les jeunes Y, c'est des geeks, c'est des génies de l'informatique et pour nos entreprises, c'est fantastique. » Sérieusement, dans mon entreprise, ça fait 13 ans que je suis co-créateur de mon entreprise, à chaque fois que je recrute un collaborateur, dans cet entretien de recrutement, je leur pose la question « Est-ce que vous maîtrisez le pack Office, Word, Excel, Outlook, PowerPoint ?» On me rit au nez en me disant « Mais bien sûr, je le maîtrise parfaitement. » J'ai été tellement déçu. J'ai fait un test sur chacun de ces outils. C'est une catastrophe. Et alors je dis c'est une catastrophe, mais attention, je ne jette pas le discrédit sur la génération Y. J'interviens énormément dans des entreprises qui utilisent un progiciel sur lequel personne n'a jamais été formé, Outlook. Hein ? Ok, on est d'accord de quoi on parle. Aujourd'hui, ces jeunes sont certes
geek dans la tête, mais appliqué dans le monde de l'entreprise, il y a un énorme travail à faire. Et puis j'entends souvent parler de cette génération Y qui porterait la révolution du digital. Allez, les Y dans la salle, levez la main. Levez la main les Y encore une fois, s'il vous plaît. Ok. Gardez la main levée, toutes celles et ceux qui, à 6 ans, avaient un ordinateur à la maison. Gardez la main levée, toutes celles et ceux qui, à 6 ans, surfaient sur Internet. Celles et ceux qui ont la main levée sont les porteurs de cette révolution du digital. Bravo, j'en compte 4. La génération Y, bon sang, mais elle n'est pas exigeante. Elle attend de la part de l'entreprise d'avoir au moins la même chose qu'à la maison. Ce n'est pas eux qui vont porter la révolution du digital, c'est eux. La génération Alpha. Alors vous pouvez acheter sur Amazon l'objet que vous voyez à l'écran, ce n'est pas un montage, c'est un vrai produit. Cette génération, regardez, cette génération Alpha et cette génération Z, regardez un chiffre passionnant. Les enfants de 1 à 6 ans passent en moyenne 3h40 à surfer sur Internet par semaine. Par semaine. Depuis 3 ans, dans la grande distribution, le jouet en rupture de stock à Noël est une tablette tactile pour des enfants de 3 ans. Mais qu'est-ce qu'eux vont attendre de votre entreprise? Leur proposer au moins la même chose qu'à la maison ne sera absolument pas suffisant. Il faudra être avant-gardiste, il faudra aller beaucoup plus loin. Serez-vous en capacité de le faire? Cette génération, aujourd'hui, on l'appelle génération indoor. Regardez, ils se construisent aujourd'hui où chacun est connecté à son propre écran. Je reviens sur l'idée de Vincent, cette idée de communauté, de rapprocher les humains. Mais regardez le challenge qui va être le vôtre quand chacun d'entre eux a été élevé et conditionné en étant seul devant son écran. Les pédopsychiatres sont très inquiets sur le côté asocial de cette génération. Une génération de frustrés, où derrière mon PC, derrière mon écran, j'ai plein de projets. Mais pour les concrétiser, l'obstacle va être majeur. Et le monde de l'entreprise devra m'aider à le faire. Je vais y revenir. Les nouvelles technologies, c'est un pilier, on l'a vu, mais il y en a un qui est beaucoup plus significatif. 1995, 2001, des dates qui ont durablement impacté cette jeune génération avec les attentats. Et ça va tout changer. Cette jeune génération va grandir avec une idée terrible en tête. Cette idée, c'est « je peux mourir demain ». Et quand on va se construire et quand on va grandir en se disant « je peux mourir demain », tout d'un coup, les projets à moyen et long terme, on s'en fout complètement. Complètement. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais aller voir mon père. Alors mon père, je ne l'ai pas encore choisi, ça y est, c'est fait. Votre prénom, c'est Laurent. Je vais aller voir mon père Laurent. Laurent, je vais vous vieillir un petit peu. Je vais aller voir mon père Laurent. Mon père m'a élevé avec une idée forte en tête. Julien, tu fais d'abord le difficile. Julien, tu fais d'abord l'effort et après le réconfort. Julien, tu fais comme moi. 42 longues années de surinvestissement en entreprise. Et enfin, quand tu seras à la retraite, tu feras cette croisière à l'autre bout du monde, tu profiteras de la vie, etc. J'ai passé ma vie à voir mon père suer au travail, donner toute son énergie en fantasmant un idéal, une arrivée qui n'est jamais arrivée et qui n'arrivera pas. Aujourd'hui, tous les acteurs du paysage politique économique me disent que clairement, je n'aurai pas de retraite. Je ne vais pas faire comme mes parents, prendre le risque de perdre ma vie à la gagner, mais moi, je vais développer quelque chose de nouveau qui s'appelle la retraite tout au long de la vie. Ma retraite, j'en profite maintenant. Et papa, je ne ferai pas comme toi. Je ne ferai pas le dur et le difficile d'abord et le plaisir après. Je prendrai le plaisir d'abord parce que moi, au moins, je pourrais dire que je l'ai pris. Et ça va créer des tensions et des chocs dans la communication, dans l'échange, si mon père, si mes parents ne font pas ce travail de comprendre ce qui est en train de se jouer à moi. Si je dois mourir demain, je pourrais dire que oui, j'ai profité de la vie. Et ce calcul ultra court-termiste se retrouve aussi dans ma relation avec le monde de l'entreprise. Regardez, une étude passionnante. 44% des jeunes envisageraient dans les 2 années à venir de changer d'entreprise. L'ultra court terme. Je veux dire, à un entretien de recrutement, j'ai posé une question à un jeune en lui disant simplement quel est votre projet professionnel? Question tarte à la crème. Et ce jeune me répond mon quoi? Je lui dis oui. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Je ne suis pas en 2021, Philippe. Dans 5 ans. Et le jeune me répond vous savez, je ne sais même pas si je serai chez vous avant la fin de l'année, alors dans 5 ans. Ah! Un autre qui me dit je suis comme le surfeur, toujours en situation de surfer. Dès qu'il y a une opportunité, j'y vais. Mais mens-moi, mais dis-moi que tu veux tout donner, moi j'ai besoin d'investir sur toi. Parce qu'à l'inverse, face à ce chiffre, j'entends en formation beaucoup de managers et chefs d'entreprise de dire mais alors s'ils restent chez nous que 2 ans, on va les prendre pendant 2 ans, on va les pressuriser et puis de toute façon ils partiront d'eux-mêmes. Quelle absurdité. Si vous faites ça, c'est pas dans 2 ans qu'ils partiront chez vous, c'est dans 6 mois. Mais ce chiffre cache aussi un autre phénomène. Des jeunes qui vont venir et qui vont intégrer vos équipes
pour venir chercher une ligne sur un CV et passer 2 ans chez vous vont aller à la concurrence parce que, clairement, répondez-moi sincèrement, quelle est aujourd'hui la meilleure pratique que je devrais faire pour augmenter mon salaire de 50% dans les 3 mois qui viennent? Je vous écoute. Pourquoi personne me dit, Julien, te surinvestir au quotidien? Pourquoi personne me dit, Julien, donner toute ton énergie? Non. Aujourd'hui, la meilleure solution pour augmenter mon salaire de 50%, c'est de changer de boîte. Aujourd'hui, vous êtes face à des jeunes qui vont construire leur employabilité, qui, avant même de venir chez vous, ont déjà imaginé l'étape d'après. Et tout votre challenge, ça va être ces jeunes-là, et quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur profil, de construire une relation avec eux pour les fidéliser. Ça va être ça, votre challenge. Mais la fidélisation va être ébranlée par une notion fondamentale. Je vais prendre un gros risque avec vous dans cette salle. Je pense que certains dans cette salle ont été élevés depuis leur plus jeune âge avec une phrase forte en tête, qui a été construite depuis leur naissance. Respecte tes parents, respecte les aînés, respecte les anciens. On est d'accord ou pas? Modèle séculaire sur la base de notre société a été construite. Ok, je veux bien entendre ça. Et je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi respecter mes parents? Pourquoi respecter les anciens? On n'a pas le temps de lancer ce travail ensemble, mais ce qui revient de ce travail, c'est une réponse. Respecte tes parents, respecte les aînés, respecte les anciens, parce qu'ils ont quelque chose à te transmettre. Parce qu'ils ont quelque chose à t'apprendre. Ils étaient là avant toi. Si tu les écoutes avec attention, tu iras plus vite, tu iras plus haut, tu iras plus fort. On est d'accord sur ce modèle de société? Ça vous convient ou pas? Ok, question. Qui a appris au Y à se créer un compte sur Tinder, sur Foursquare, sur Pinterest? Bon, je note que personne ne me demande ce qu'est Tinder, ok? Ça me permet de mieux vous connaître, hein, c'est bien. Qui leur a appris à se connecter sur tous ces outils digitaux? Qui? Est-ce que ce sont leurs parents qui leur ont appris? Pas sûr. Si votre modèle à vous, je parle aux générations plus âgées, était de dire « respecte celles et ceux qui ont quelque chose à te transmettre », moi je suis là pour vous dire qu'aujourd'hui, nous assistons à la fin d'un modèle séculaire, puisque dans la tête de ces jeunes, lorsqu'ils vous regardent, vous les parents et vous les managers, ils ne voient qu'une seule chose, quelqu'un qui est has-been et hors du coup, dont la seule mission est d'être banque et confort 3 étoiles. Et la vraie difficulté, et ce qui est très complexe, c'est que cette jeune génération va pourtant grandir avec le même modèle que les autres générations. Cette jeune génération va se dire, pour grandir, j'ai besoin d'être connecté en permanence avec celles et ceux qui ont vraiment quelque chose à m'apprendre. Sauf que c'est plus vous, ce sont leurs pères, ceux qui leur ont vraiment appris à utiliser ces outils. Cette génération va grandir avec un besoin assoiffé d'être connecté en permanence avec ses pairs. Pourquoi croyez-vous que les réseaux sociaux ont explosé ainsi? Parce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui la meilleure réponse pour cette génération, pour grandir, pour être connecté, pour aller de l'avant. La seule solution, rester connecté avec mes pairs sur les réseaux sociaux. Ça veut donc dire que très clairement, vous venez, vous les parents et les managers, à leurs yeux, de perdre toute votre légitimité. Et le vrai choc, la vraie tension qui existe, c'est que vous savez bien qu'ils ont besoin de vous. Mais quand vous les regardez, vous savez, en entretien, ils vous disent « Je suis indépendant et autonome ». Vous les laissez une semaine tout seul, vous les récupérez. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?»« Mais tu m'avais dit que tu étais indépendant et autonome ?»« Je me suis trompé !» Et ouais, j'ai toujours eu mes parents, mes proches qui se sont toujours occupés de tout. Et j'arrive en entreprise et je découvre les règles. Je découvre qu'il faut arriver à l'heure. Je découvre qu'il faut prévenir quand je suis en retard. Je prends quelques symptômes, quelques comportements très caricaturaux. Alors forcément, quand on fait ce constat-là, se pose une question intéressante. Vous avez besoin d'eux, ils ont besoin de vous, mais eux n'en sont pas persuadés. Comment faire pour regagner votre légitimité? Eh bien, faisons les choses simplement. Posons-leur la question. Regardez. Résultat d'une étude qui a été posée à 1500 jeunes de cette jeune génération. Et on leur pose une question simple. Quels sont les talents et les compétences qui rendraient votre manager légitime? Puisque c'est bien ça la question qu'on est en train de se poser aujourd'hui. Et ils vous répondent, être écouté, être respecté, être considéré. Alors là, on enfonce clairement une porte ouverte, mais je serais intimement intéressé de savoir, parmi les baby-boomers qui ont levé la main tout à l'heure, si quand vous avez commencé votre carrière professionnelle, ce que vous attendiez de votre manager, c'était d'être écouté, respecté et considéré. Pas sûr. Et ce qui m'intéresse sur ces chiffres-là, c'est la compétence qui est arrivée en dernière place, ce que les jeunes ne veulent plus voir chez leur manager.
Et regardez, être challengé. Alors attention, c'est être challengé, pas dans le sens fixer un idéal et un projet, mais c'est dans le sens, mes jeunes, je les lâche pas, je les marque à la culotte. Le chiffre, tu vas le faire, ton chantier, tu vas le finir, et je les lâche pas, et je leur colle au basket. Ils sont 1% à attendre ce talent-là, de la part de leur N+1. Alors un jour, quelqu'un me dit, ben voilà, Julien, il suffit de recruter les 1%. C'est un choix qui peut se concevoir, mais ce n'est pas celui que je ferai. Alors, évidemment, quand je vous dis être écouté, ça paraît super facile. Ça paraît évident, parce que quand on dit être écouté, tout le monde se dit « Non, mais c'est bon, je sais écouter ». On va voir. Votre prénom, c'est ? Salvatore. Je suis dans la voiture, je sors d'un chantier avec Salvatore, et puis on est dans la voiture, je regarde Salvatore, et je lui dis « Mais Salvatore, là, ce client qu'on a été voir, là, c'est quelqu'un de ta famille ? C'est un proche ?» Ah, oh, ça me rassure, hein. Oh, Salvatore, t'as été mauvais. Oh là 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 là. Oh. Mais sérieux, comment tu veux que je fasse mon chiffre si tu fais ça alors ? Bon, c'est pas surprenant, si c'est quelqu'un de ta famille, ok, je le comprends bien, quoi. Et là, Salvatore, il boue à l'intérieur. Salvatore, n'oubliez pas que depuis que je suis né, on m'a toujours demandé mon avis. Toujours. Sur le biberon, sur ce que je mange, sur ce que je fais. Hein. Regardez sur ma page Facebook, hein, vous avez l'étendue de la diversité de ma nutrition, de tout ce que je fais. J'ai pris cette habitude. Je vais le faire en permanence avec vous. Mais attention, j'ai pas fini. Quand je vais aller voir mon autre N+1, qui m'a dit ce matin, « Julien, ton travail est superficiel, il faut absolument que tu creuses, que tu ailles en profondeur. Julien, tu ne fais qu'effleurer les sujets, creuse. » Sérieusement, tu me demandes ça un jeudi alors qu'hier j'étais... Hier on a fait une soirée, qu'est-ce que tu me demandes ça un jeudi ? Vas-y, laisse tomber, je vais faire de l'administratif aujourd'hui, je suis rincé, je suis crevé. Mais Julien, je ne te demande pas comment ça va, je te dis, tu creuses les chiffres. Bon, attends, de toute façon, pour le prix où tu me payes, c'est déjà pas mal ce que je fais, quoi. Quand je vais venir vous voir, et que je vais tenter de vous apprendre votre métier, en vous disant « Ah, je t'ai regardé travailler, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Parce que tu comprends, moi, je sors de l'école et on m'a bien expliqué ce que je devais faire, donc je vais t'apprendre ton métier. Le sentiment de frustration que vous allez avoir, être écouté, est-ce qu'on le fait vraiment ? Est-ce que chacun d'entre vous fait un entretien de sortie de tout collaborateur qui quitte votre service, qui quitte votre entreprise ? Un vrai entretien de sortie. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné entre nous ? Qu'est-ce qui ne marchait pas ? Quelles sont les erreurs que j'ai commises ? Pourquoi je n'ai pas été attentif à tes signaux faibles ? Quels conseils tu me donnerais pour ne plus reproduire ces erreurs que je réalise ? Avez-vous le temps ? Avez-vous l'énergie ? Et êtes-vous capable de faire cet exercice ? Et là, on ne parle que d'être écouté, parce qu'après, il y a être respecté. J'ai pu intervenir dans un établissement hospitalier où le directeur du site me raconte l'anecdote suivante. Il me dit « J'ai un de mes internes qui vient me voir et qui me demande si éventuellement, les journées où il y a du vent, il pourrait sortir parce qu'il a comme projet de passer son brevet de moniteur de parapente. » Donc concrètement, il y a du vent, il s'en va, il n'y a pas de vent, il reste ici. Être respecté, être considéré. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pizza Hut a licencié il y a 2 ans un salarié qui venait de faire son coming out. Un groupe s'est créé sur Facebook de 100 000 signataires qui s'appelait Boycottant Pizza Hut. Être respecté, être considéré, c'est très important. Alors quand je vais aller voir ma N+1, votre prénom c'est ? Fanny ? Fanny. Lorsque je vais aller voir Fanny, parce que Fanny m'a convoqué dans son bureau, puisque depuis 1 semaine, j'arrive tous les jours avec 10 minutes de retard. Fanny, au début, elle n'a rien dit. Elle s'est dit, c'est pas grave, il est autonome, il va se régler tout seul. Et puis finalement, non, Fanny. Donc Fanny m'appelle dans son bureau, je m'installe et Fanny commence l'entretien en me disant « Julien, t'es arrivé en retard ». Et au moment où Fanny commence à lancer son discours, je m'approche de Fanny et puis je dis à Fanny « Fanny, j'ai besoin de toi, je me suis encore engueulé avec ma femme, je pense qu'elle va me quitter, qu'est-ce que je peux faire, Fanny ?» Et là, Fanny, elle dit « Mais Julien, mais de quoi tu me parles ? Est-ce que je te parle de mes problèmes, moi ? T'as des problèmes, Fanny ? Tu veux qu'on en parle ensemble ? » Êtes-vous prêt à gérer cette situation ? Êtes-vous prêt ? Si Fanny me dit, Julien, oh, le perso c'est le perso, le pro c'est le pro. Mais alors Fanny, je suis un outil pour toi ? Et quand l'outil il est cassé, on le jette ? Il est où l'humain, Fanny ? Comment ça se voit que l'humain est présent dans tes pratiques ? Être écouté, être respecté, être considéré, une entreprise a su le résumer à la perfection en une phrase. Et c'est une entreprise qui, dans le monde, recrute peut-être la majeure partie des Y. Et cette entreprise, c'est exactement McDonald's avec cette formule fantastique. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. McDonald's réussit une performance incroyable. McDonald's a compris quelque chose de significatif au sujet de cette jeune génération. Regardez bien la photo. C'est la même personne qui est maquillée, habillée, lookée de façon différente. Alors, il y a un homme et une femme, pour ceux qui sont loin des écrans. McDonald's réussit cette performance de dire, dans le fond les jeunes, dans le fond, vous êtes tous les mêmes. Mais quand on vous regarde bien,
Chacun d'entre vous est unique. Chacun d'entre vous a sa spécificité. Une spécificité d'ailleurs qui est revendiquée en permanence sur les réseaux sociaux. Je suis unique, je suis différent. Ce n'est pas du nombrilisme, ce n'est pas de la condescendance, de l'arrogance. Je suis unique et je veux le défendre. Areva, à l'époque où ça marchait bien, avait lancé cette campagne d'affichage que je trouve intéressante. Il y a ceux qui rêvent de refaire le monde et il y a ceux qui nous envoient leur CV. Moi, si je fais partie de votre entreprise, si je suis un parmi un ensemble, j'ai besoin de savoir que je peux être acteur. Parce que la question qu'on se pose ensemble depuis tout à l'heure, c'est comment allez-vous regagner votre légitimité ? Eh bien, votre légitimité, vous allez la regagner par vos pratiques managériales. Il n'est pas question de mettre un baby-foot, de la moquette au mur, un toboggan ou des patinettes électriques dans les couloirs. Avant tout et fondamentalement, ce sont vos pratiques managériales. Le manager idéal rêvé par cette jeune génération, vous l'avez sur les écrans en photo. 10% de sa légitimité, c'est une question d'étiquette. Ça veut dire, bon, j'ai besoin de savoir quel est le champ d'action de mon N+1. 30% de mon N+1 et seulement 30%. Ce serait bien que lors de ma prise de poste, mon N+1 puisse me partager quelques trucs et astuces. Mais c'est tout. Après, tu me fous la paix, hein. Laisse-moi faire mon job. Je suis indépendant et autonome, souvenez-vous-en. 60% de votre légitimité, votre charisme. Et alors, je sais que vous savez tous ce qu'est le charisme, puisque c'est écrit sur votre fiche de poste, mais je voudrais juste qu'on définisse bien ensemble ce qu'est le charisme pour cette jeune génération. Le charisme, c'est un manager qui est compétent, irréprochable, communicant, performant, médiateur, qui sait gérer ses priorités, qui sait gérer partie des différences de l'équipe, en particulier des différences de culture et de nationalité, qui aide à progresser, qui est médiateur. C'est tout vous, ça, je sens que ça tombe. Alors, évidemment, l'objectif n'est pas de travailler sur toutes ces notions-là, mais d'en prendre deux. Je voudrais prendre deux notions sur lesquelles j'aimerais qu'à partir de maintenant, vous vous surinvestissiez au quotidien. Les deux compétences qui sont utilisées par les meilleurs enseignants, par les enseignants qui font que vos enfants les adorent. Est-ce que sur cette table, quelqu'un a des enfants ici ? Levez la main. Quel est le profil de leur prof préféré ? Quel est son talent, son trait de caractère ? Pour les autres, alors, sinon. À quoi il ressemble ce prof préféré des enfants ? Quels sont ses talents ? Il est passionné. Il a cette capacité à rendre les choses intéressantes. Il capte mon attention. Personne ne vous dira « Oh, c'est un super expert ». Je ne l'ai pas entendu, ça. Un super expert. Malheureusement, vis-à-vis de cette jeune génération, votre niveau d'expertise ne sera pas un faire-valoir face à cette jeune génération. Cette jeune génération va être attentive à deux choses. Que vous ayez compris une question essentielle. Que vous soyez en situation de management direct ou indirect, hiérarchique ou non hiérarchique, de comprendre que le meilleur levier que vous avez pour les motiver et pour les impliquer, c'est de créer avec eux une relation d'intimité. Quand je dis relation d'intimité, il ne s'agit pas d'une intimité de type strauss-kahnienne, je voudrais éviter les abus, mais une relation d'intimité où il va falloir connaître chaque personne de votre équipe. Depuis tout à l'heure, on se dit que tous ces jeunes sont différents, que tous ces jeunes sont uniques, que chacun d'entre eux a un parcours qui le rend complètement unique. Ça veut donc dire que vous, ici, vous allez devoir adapter vos pratiques pour connaître chaque personne de votre équipe, de comprendre que votre métier aujourd'hui n'est plus d'être manager, pilote ou directeur, mais d'être un animateur de l'équipe, ce qu'on appelle un manager coach. Je crois que certains d'entre vous ont travaillé sur cette notion de coaching, elle est essentielle. Aujourd'hui, quand vous découvrez qu'il y a 3,8 millions de personnes en situation de burn-out, aujourd'hui, quand vous découvrez que l'Assemblée nationale envisage de faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, qui sera responsable quand dans vos équipes, quelqu'un sera dans cette situation ? Quand on voit aujourd'hui que 44% de ces jeunes envisagent de changer d'entreprise tous les 2 ans, qui va avoir le rôle de fidéliser, d'impliquer, de responsabiliser, de faire que ce ne soit pas 2 ans, mais le plus longtemps possible pour que le projet 2021 puisse prendre forme ? C'est vous les managers. Et pour ça, adopter la posture de manager coach va nécessiter un exercice très simple. Chaque mois, d'investir 20 minutes de votre temps avec chaque personne de votre équipe. Après, adapter en fonction de la taille de votre équipe, bien sûr. Chaque mois où je vais faire le travail suivant avec une personne de mon équipe. Votre prénom, c'est Claire. Claire, tous les mois, je vais venir la voir en lui disant « Claire, comment ça va, Claire ? Claire, quelle est la dernière mission que tu as réalisée sur laquelle tu t'es éclatée ? Claire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous apportes comme valeur ajoutée ? Comment est-ce que tu as pu mettre ta patte dans cette entreprise, dans ce service, dans cette équipe ? Claire, depuis quelques jours, je te vois un peu sur la réserve. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans mes pratiques, a posé un problème ? Claire, est-ce que tu te plais encore ? Est-ce que tu t'amuses encore ? Est-ce que tu as encore envie d'inventer ? Claire, qu'est-ce que je pourrais faire pour être un meilleur manager ?
Claire, la dernière fois en réunion, je t'ai sentie très muette. Et qu'est-ce que tu attends de ma part, Claire? Faire ce travail en permanence, en permanence. Et là, tout d'un coup, Claire va me dire, Julien, c'est vrai que ça fait 3 mois que je suis là et j'ai l'impression d'avoir fait le tour du poste. Ah, mais comment lui dire que tu sais qu'il y en a pendant 20 ans, ils ont fait le même job? Et madame, au bout de 3 mois, elle en a fait le tour. Ah, c'est dur. Et vous savez ce qu'elle me répondrait, Claire, si je fais ça? Claire, elle va me dire, ah ouais? Et toi, papa? Ça fait 20 ans de ta vie que tu râles après ton boulot, tu l'as jamais quitté? Ouh, ambiance à la maison. Regardez, un chiffre intéressant que j'ai envie de partager avec vous. Une étude a été faite auprès de 6800 salariés dans 11 pays, à qui on a posé une question simple. Qu'est-ce qui vous implique le plus au quotidien? Qu'est-ce qui vous donne le plus envie d'avancer? Et les 75% ont répondu la relation avec mon N+1. Elle est là la clé, d'adapter vos pratiques managériales, de passer du temps avec vos équipes, d'échanger avec eux, de créer cette relation d'intimité. Et pour ça, avant de conclure, je voudrais partager avec vous un outil que j'ai appelé le syndrome Mario Bros. Tout le monde connaît Mario Bros? Vous savez, le petit plombier moustachu qui a fêté ses 30 ans l'année dernière. Je vous explique ce que j'appelle le syndrome Mario Bros. Je vais aller chercher quelqu'un au fond parce qu'il se sent à l'abri. Syndrome Mario Bros, qu'est-ce que c'est? Imaginez-vous, je suis Julien, j'ai 16 ans, et je vais venir voir mon père qui tourne vite la tête pour ne pas me voir arriver. Votre prénom, c'est? Philippe. Philippe est mon père, je suis Julien. Je vous rappelle, j'ai 16 ans. Et Philippe a découvert dans le catalogue de Toys R Us il y a quelques mois qu'ils allaient ressortir cette semaine la Super Nintendo Mini. Oh, génial! Il se souvient que la NES Mini était sortie à Noël dernier, et donc pour me faire plaisir, il a sorti du grenier la NES. Nous sommes assis tous les deux dans le salon, et il me donne la manette, et je suis en train de jouer à Mario Bros. Oh, génial! Je suis en train de jouer à Mario Bros, mon personnage avance, et là tout d'un coup, pour ceux qui s'en souviennent, dans le niveau 1, dans Mario Bros, il y a un grand fossé. Et pour ne pas tomber dans le fossé, il faut appuyer sur B pour que le petit bonhomme se mette à courir. Mais ça, moi, je ne le sais pas. Et au moment où j'ai la manette, au moment où j'arrive près du fossé, mon père surgit. Pour faire quoi? Pour me dire quoi? Appuie sur B, Julien! Merci de cette sincérité. Voire mieux encore, il va me dire, Julien, donne-moi la manette. Je vais te montrer ce que ton vieux père sait encore faire. Pourquoi? Papa, pourquoi m'avoir dit appuie sur B? Est-ce que tu peux m'expliquer? Je ne comprends pas pourquoi. Parce que mon père a eu cette phrase qui a brûlé dans sa tête. Tu tireras ta légitimité sur tes enfants en leur collant une expérience qu'ils n'ont pas demandée. Mon père vient de tomber dans le piège. Et quand mon père me dit appuie sur B, je ne vais avoir que comme unique réponse « Ouais, c'est bon, je sais faire, c'est bon. » Mais non, tu sais pas faire, t'as bien vu, t'allais tomber. Encore aurait-il fallu, papa, que peut-être tu me laisses faire ma propre expérience? Ambiance, et vous traduisez les relations à la maison. Mais ça va encore plus loin. Je vais aller voir ma manager. Ma manager me dit en permanence, votre prénom? Gaël me dit en permanence, Julien, l'équipe, c'est la priorité. Gaël manage la porte ouverte. Et toute la journée, le quotidien de Gaël, c'est Gaël, je peux te voir 2 minutes, s'il te plaît, je cherche un dossier, merci. Gaël, je peux te voir 20 minutes, comment on fait un publipostage, merci. Gaël, je peux te voir 2 minutes, j'ai un problème. Gaël, on a un collaborateur qui est en retard, je peux te voir. Gaël. Vous vous rendez pas compte de la dure vie de Gaël? Gaël me confirme. Gaël, à la fin de la journée, Gaël rentre chez elle et elle se dit « Je suis rincée, j'ai rien foutu et j'ai le sentiment que si j'étais pas là, il serait perdu. » Intéressant ça. Exemple beaucoup plus complexe. Votre prénom c'est? Françoise? Je vis avec Françoise depuis maintenant 13 ans. Merci Françoise. Je vis avec Françoise depuis 13 ans et ça fait 1 mois que tous les soirs, Françoise me tient le même discours. Alors, on imagine que Françoise ne travaille pas dans cette entreprise. C'est pour vous aider à vous projeter. Hein. J'en peux plus de ce boulot, je les supporte plus, je vais tous les agrafer au mur. Ça fait 3 mois que tous les soirs j'ai ça à table. Je suis bienveillant, je dis rien, mais ce soir c'est le soir de trop. Elle rentre à la maison et elle me fait « Tu sais ce qu'ils m'ont fait, Julien, aujourd'hui? Mais j'en peux plus de ce boulot, je vais tous les agrafer au mur. » Et là, messieurs, sincèrement, en tant qu'homme, confronté à quelqu'un qui a un problème, qu'allons-nous répondre à Gaël? Si t'es pas bien, démissionne. Oh, vous connaissez pas Gaël. Réponse de Gaël. Françoise, pardon. Françoise, qu'est-ce que... Ah, c'est mal parti pour la 14e année, là. Hein.
Françoise me dit « Démissionne ?» Attends Julien, tu m'as dit « Démissionne ?» Oh, c'est monsieur Julien, le formateur conférencier, monsieur je sais tout, démissionne. Ah mais c'est facile pour toi, t'as monté ta boîte, mais tu te rends pas compte que c'est dur pour moi. Ça fait 3 mois que j'essaie de t'expliquer ce que je vis, la seule chose que tu trouves à me dire c'est hey, « démissionne ». De toute façon, t'as rien compris, t'es qu'un pauvre nage, je retourne chez ma mère. Est-ce que Françoise attendait de moi des solutions ? Qu'est-ce qu'elle attendait de ma part, Françoise ? D'être rassurée, d'être écoutée, d'être respectée, d'être considérée. Tout ce qu'on pense tous savoir très bien faire, mais qui, de façon concrète, nécessite une vraie difficulté. C'est un vrai exercice d'apprendre à le faire. Alors pour ça, je voudrais partager avec vous un outil tout simple que vous allez pouvoir utiliser dès maintenant. Vous connaissez tous le dicton qui consiste à dire que ça ne sert à rien d'apprendre à un homme à pêcher, enfin de donner tous les jours du poisson à un homme, pardon, mais qu'il vaut mieux lui apprendre à pêcher. Eh bien, apprenez-moi à pêcher. Je vous invite tous dans cette salle, à partir de maintenant, à chaque fois que quelqu'un fera semblant de chercher du poisson, « Ah là là, j'ai besoin de poisson qui va me donner du poisson. Oh là 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 là, j'arrive vraiment pas à faire mon travail. Dis-moi, c'était bien le tien avant, il paraît que tu le faisais super bien. Tu peux me montrer comment on fait, s'il te plaît ?» À tous ces moments-là, à chaque fois que ces jeunes vont faire semblant de chercher du poisson, je vous demande à tous, que ce soit dans des cas perso, dans des cas pro, d'arrêter d'être fournisseur officiel de poissons. C'est fini. Vous ne tirerez pas votre légitimité via l'expertise ou en étant marchand de poissons. Il est frais mon poisson, t'en veux pas, tiens, prends-le quand même, j'en ai plus. Votre travail, à chacune de ces questions, de répondre 2 phrases essentielles. Qu'en penses-tu ? Que proposes-tu ? Qu'en penses-tu ? Que proposes-tu ? Qu'en penses-tu ? Que proposes-tu ? Systématiquement. Ainsi mon père. Papa, je reviens te voir. Oui, je reviens. Il se retourne. Oh non, il revient. Mais reste là-bas, là, il y a une estrade, c'est fait pour ça. Lorsque je joue avec ma manette, papa, s'il te plaît, lorsque je suis face à un obstacle, à une difficulté, d'ailleurs Philippe en a parlé dans son introduction, s'il te plaît, papa, laisse-moi faire ma propre expérience. Ainsi, je vais garder la manette et tu ne vas rien dire. Et je vais tomber dans le trou. 1 fois, mince. 2 fois, 3 fois. Donc pour ceux qui ont déjà joué, au bout de 3 fois, je suis donc game over, merci. Et là, mon père a cette phrase qui monte en lui et qu'il a envie de me vomir dessus. « Je te l'avais dit, Julien, si t'écoutais un peu ton vieux père !» Papa, exerce une pression, mâchoire supérieure, inférieure, l'une contre l'autre. Garde-les bien fermés, papa. Et dis-moi simplement, « Julien, qu'en penses-tu » Je sais pas, visiblement, il y a un truc que je fais qui marche pas. « Julien, que proposes-tu » Je sais pas, je vais voir sur Google. Attends, je regarde. Fallait appuyer sur B. Ah, super. Et il va falloir faire ça pour tout le temps. Développer l'autonomie, développer la proactivité, sortir de la tête des idées anciennes qui consistaient à dire que la légitimité d'un manager est de fournir des solutions, voilà le travail conséquent que vous avez à réaliser. En disant ça, je m'aperçois que j'ai posé sur la table... Ah non, c'est bon, elle est là. Voilà le travail que vous allez faire qui est extrêmement conséquent. Voilà comment vous allez faire pour responsabiliser, pour impliquer, pour motiver, créer cette relation avec votre équipe, faites-les grandir. Votre job de manager est le même travail qu'un parent. Le métier de parent, c'est pas de couver, de protéger. Le métier de parent, c'est de préparer ses enfants à votre disparition. Le métier de manager, c'est de rendre ses équipes indépendantes et autonomes. Ce sont 2 sujets qui sont absolument indispensables, sur lesquels vous allez continuer de travailler toute cette journée, parce que si vous réussissez à jouer le jeu, si vous réussissez à transformer l'essai, peut-être que l'année prochaine, alors Philippe, vous avez cité Blablacar en numéro 1 en 2015, je vous ai mis le classement 2017 des entreprises de plus de 5000 salariés où il fait bon travailler. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact d'être dans ce classement va avoir comme conséquence sur les profils que vous allez recevoir, sur les personnes, sur les talents qui vont envie de travailler. J'ai lu un article récemment expliquant que les jeunes n'auraient plus envie de travailler dans les grands groupes. Fantasmant, une hostilité, une rigueur lourde, un mammouth. Prouvez-leur que c'est faux. Prouvez-leur que chez vous, je peux être acteur. Voilà ce qui va fonctionner. Car cette jeune génération, elle a un idéal dans la tête, réussir sa vie et pas réussir dans la vie. Alors, j'aurais pu m'arrêter là, je vais juste prendre 30 secondes pour conclure avec une citation. Regardez. Notre jeunesse aime le luxe. Elle est mal élevée, elle n'a aucune forme de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui sont des tyrans, ils ne se lèvent pas lorsqu'un vieillard entre dans une pièce, ils sont tout simplement mauvais. Alors c'est un peu capillotracté, mais on pourrait dire que finalement ça colle pas mal à cette jeune génération. Sauf qu'il manque une information intéressante. L'information qui manque, c'est pas tant qui a dit ça, mais surtout de quand date cette citation. Et vous avez une idée de quand elle date, cette citation ? Exactement, j'ai entendu la bonne réponse. Socrate.
Pourquoi coller une citation de Socrate à ce moment-là? Je vous ai regardé là, ici et un petit peu aussi au fond là-bas, de vous dire, mais Julien, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui particulièrement s'intéresser à cette jeune génération, alors que pourtant il y a un taux de chômage significatif? Enfin, c'est quand même pas à l'entreprise de s'adapter. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. La première, elle est démographique. En 2025, 75% des actifs seront des jeunes de cette jeune génération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez continuer à intégrer des personnes qui vous ressemblent, des personnes de votre génération, ou des jeunes qui correspondent bien à votre profil. Et en 2025, qu'est-ce qui va se passer? Regardez toutes ces entreprises qui ont loupé le coche. Mattel aux États-Unis, le McDonald's, mais aux États-Unis, où leur PDG depuis 25 ans s'est fait lourder l'année dernière. Toutes ces entreprises qui pensaient avoir pignon sur rue, qui pensaient être des ténors, qui commencent à se ramasser complètement parce qu'ils n'ont pas vu que cette question des jeunes générations est bien plus importante qu'on imagine. Au-delà du phénomène démographique, il se passe quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, les X et les baby-boomers qui assistent au spectacle et au discours que propose cette jeune génération qui ne fait que penser l'entreprise en mieux, est une source d'intérêt passionnante. Aujourd'hui, les X et les baby-boomers se retrouvent dans les attentes de cette jeune génération. Eux aussi, ils ont envie d'être respectés, d'être considérés. Eux aussi, ils ont envie de penser à leur retraite tout au long de la vie. Bon, même si c'est légèrement entamé. Parce que, fondamentalement, je pense que c'est une erreur de se limiter sur ce sujet à la simple notion de génération. Alors, en fonction d'une tranche d'âge, on appartiendrait ou pas à une génération, c'est ridicule. C'est voir le sujet par le trou de la lorgnette. Je suis ici, et l'intervention de Vincent, juste avant moi, a enfoncé le clou de façon significative. Aujourd'hui, il n'est pas question de jeune génération ou de génération Y. Aujourd'hui, c'est une question de culture, c'est une question de société. Notre société est en transformation, et aujourd'hui, il y a deux types de sociétés. Celles et ceux qui luttent en se disant « on a pignon sur rue, on n'a pas besoin de faire l'effort », et celles et ceux qui ont compris que l'humain était au cœur du système. Celles et ceux qui ont compris que ces jeunes qui vont dans les startups ne viennent pas forcément dans nos entreprises, que pour les faire venir, il va falloir les séduire. Et qu'on parle à la fois de ces jeunes dans les startups, mais aussi les jeunes qui sont sur les chantiers, les jeunes qui ont un plus bas niveau de compétences. Et ce n'est pas le monopole d'une génération dorée, tous se retrouvent dans une question sociétale. Alors la prochaine fois, s'il vous plaît, que quelqu'un rentre dans votre bureau pour vous parler de ses problèmes de couple, la prochaine fois, maman, que je te parlerai de mon envie d'être dresseur de tigre, ou papa, la prochaine fois qu'on jouera à Mario Bros. Et chacun d'entre vous, la prochaine fois qu'un jeune aura un comportement qui va vous faire hérisser le poil, s'il vous plaît, tenez bon, prenez votre respiration et dites-moi simplement « Julien, qu'en penses-tu? Que proposes-tu » Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup.